Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Hello Alix. Coucou. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi de m'avoir avec toi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi dans le podcast. C'est vraiment un épisode particulier puisqu'on a enregistré ensemble un podcast premium qui s'appelle Écoute New York, où il y a 35 pistes audio où on parle en long, en large, en travers de New York pour donner plein d'idées aux gens qui vont partir en voyage à New York pour pouvoir vivre une aventure assez folle grâce à toi donc. Et donc aujourd'hui, j'avais envie que te présenter un peu quand même à tout le monde. Un petit peu comme ça tout le monde me connaît. Voilà, je trouvais ça important quand même qu'on apprenne à te connaître, puisque t'es quand même dans les oreilles des gens pendant plus de 12 heures, hein, s'ils le souhaitent, avec toutes tes recommandations, tous tes bons plans, tous tes conseils à New York. Donc, on va commencer simple avec la question que je pose à tous mes invités. Donc, évidemment, de te présenter, donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et nous dire en 2-3 mots ta profession. Alors, moi, c'est Alix. J'ai 31 ans maintenant. Et je viens de Paris. Alors j'étais dans une grande capitale, on va dire, d'Europe, avant de venir à New York, donc ça n'a pas beaucoup changé entre Paris et New York. Quand t'es habitué à une grande ville, justement t'as tout de suite tes repères. Et moi je fais maintenant je suis assistante personnelle d'une personne haut placée à Wall Street, mais j'étais dans l'audiovisuel pendant très longtemps. Et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé à New York au final. Ouais, d'ailleurs on va en parler beaucoup plus là, durant cet échange parce que c'est vrai que c'est assez passionnant quand même. T'as été sur une émission quand même assez connue quoi aux États-Unis, même dans le monde. Donc dans le monde, oui. La France a même cette émission. Bah, c'est ça. Ouais. Donc on va commencer tout d'abord déjà avec l'origine de ta passion pour le voyage. Je serais vraiment curieuse de savoir toi d'où est-ce que ça t'est venu cette envie d'ailleurs, de découvrir d'autres cultures. Alors moi ça vient de ma grand-mère qui malheureusement n'est plus avec nous maintenant, mais à son époque, voyager, c'était pas quelque chose qui était facile ou même donné à tout le monde. Et elle a vraiment voyagé dans le monde entier. Et en fait, elle nous ramenait, des petits souvenirs quand on était petits. Et elle nous racontait ses histoires de voyage, en Égypte. Elle est allée 3 ou 4 fois en Égypte. Elle nous racontait les pyramides et tout ça. Et c'est vrai que mes parents, après, nous ont fait voyager tous les ans. Donc, on avait vraiment eu de la chance pour ça. On est allé à Cuba, on a vraiment fait des voyages extraordinaires. Et puis après j'ai voulu me faire mes propres souvenirs au final parce que tu sais quand tu vois les autres voyager, surtout ta famille, la façon dont ils racontent les histoires, et je voulais un peu faire comme eux. Et tout de suite quand j'ai eu un travail et que j'ai eu de l'argent pour pouvoir partir en vacances, et je l'ai fait. Et depuis ça ne s'arrête plus. Et toi, quel type de voyageuse tu es quand tu pars? Alors déjà faut savoir qu'à New York on travaille énormément. Donc le backpacking ou dormir dans des hostels, c'est pas forcément le plus reposant c'est pas trop ce que je recherche, on va dire. Donc nous on voyage avec mon mari surtout en hôtel, pas forcément tout inclus, mais en hôtel. Et en fait comme on n'a pas beaucoup de vacances aux États-Unis, on regarde surtout les excursions ou la localisation de l'hôtel pour pouvoir faire le plus en fait. Donc voilà, Ouais. c'est plus ça, c'est plus essayer d'être effectif quand tu voyages parce que t'as pas beaucoup de temps. Donc voilà, aller dans les points les plus importants. Je sais qu'à chaque fois je regarde où est localisé l'hôtel, qu'est-ce qu'il propose, s'il y a 1 heure de voiture pour aller quelque part. Voilà, c'est un peu ça la logistique derrière nos voyages. Et puis aussi dans les voyages, moi je cherche un petit peu à retracer les endroits où ma grand-mère est passée. Donc je suis allée aux mêmes endroits et des fois il y a des hôtels qui existent toujours. Donc voilà, on a fait des étapes comme ça avec mon mari. Génial. Donc c'est super sympa. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Évidemment, nous, on va parler de ta vie à New York, parce que tu vis à New York, et c'est donc aussi pour ça que je t'ai contacté au départ pour créer ce guide audio sur Écoute New York. Donc, je serais vraiment curieuse que tu nous en dises plus sur ta vision de New York, toi, avant d'y vivre, vraiment. Alors avant d'y vivre, je pense que j'avais les étoiles dans les yeux. Tu sais, quand t'imagines les... En fait, je me voyais comme dans une série télé où, tu vois, Emily in Paris, et c'était Alix in New York, tu vois. Enfin, c'était vraiment un peu ça, où tu t'imagines que la vie va être facile, que tu vas courir, tu vas faire ton jogging dans Central Park. Enfin voilà, tu t'imagines des choses, t'idéalises en fait une vie qu'on t'a donnée, que t'as vue à travers les films et les séries. Et il y a une partie de vrai.
Et il y a aussi une partie qui est complètement différente. Mais voilà, moi j'idéalisais beaucoup la vie aux États-Unis. Comme je travaillais mon rêve c'était de travailler dans les talk shows et dans les émissions télé. C'est vrai que les États-Unis c'est the place pour toutes ces émissions. Moi, le Ellen DeGeneres et tout ça, c'était mon rêve. Donc voilà, j'idéalisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et donc, on va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première fois où tu es partie vivre à New York. Il y a eu 2 fois. Donc la première fois, on va en parler peut-être succinctement. C'était donc pour tes études, donc dans le cadre de tes études, d'une école que tu faisais en France, c'est bien ça? Oui, alors moi j'ai fait l'EFAP, l'école française des attachés de presse, celle qui est à Paris, il y en a d'autres en France. Et en fait, dans le cadre de tes études, ils t'offrent la possibilité de partir à l'étranger. Donc il y a 4 ou 5 destinations, dont New York. Et en fait, avant même de savoir que j'allais partir, quand j'ai fait mes recherches d'école, tu sais, post-bac, j'avais vu qu'il y avait New York dans cette école, dans cette école-là. Et en fait, moi j'étais déjà venue quelques années auparavant en tant qu'échange. Enfin, j'étais venue pour l'été pour apprendre l'anglais et c'était pas à New York même, mais c'était dans l'état de New York et ça m'avait vachement donné envie de venir. Mais tu sais, t'as encore l'image du High School Musical, tu vois, de tout ça. Et donc en fait, je suis venue 6 mois en 2e année de l'EFAP et là, la vie était extraordinaire. Honnêtement, comme t'es étudiant, t'as 21 ans, tu vis une vie. Mais t'étais avec d'autres personnes de ton école notamment, de ta Alors, promo ouais, alors de ma promo, j'étais la seule. J'étais la plus jeune, on m'appelait le petit poussin d'ailleurs. Et après la promo, qui est celle où je repartirai après une année après, là il y avait une 30aine d'élèves quoi, de l'école. Donc j'étais pas seule, mais ils étaient tous plus âgés que moi et donc plus, je sais pas, ils avaient plus envie de faire la fête, ils avaient plus envie de, donc au final j'ai pas super sympathisé avec ces gens-là. Bon, j'ai fait des potes hein, mais on n'avait pas le même âge, donc ouais, on n'avait pas le même âge, donc pas les mêmes buts, pas les mêmes budgets, pas le même moi j'avais pas encore 21 ans, j'ai eu 21 ans une fois sur place. Ah oui, c'est Et peut-être c'est plus vrai compliqué. que c'est compliqué parce que en fait quand t'as pas 21 ans, tu peux pas sortir avec eux, tu peux pas aller en boîte de nuit, tu peux pas, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Et Et du en coup, fait, comment tu dormais comment ça se alors passait pour loger? à l'époque, j'ai dû trouver un appartement en colocation et en fait, j'étais en colocation avec une personne âgée et c'était un peu ma grand-mère, tu vois, sur place, Oh, elle c'est essayait de me donner cool. des conseils et tout, tandis C'est peut-être un que peu rassurant en plus quand tu pars comme ça là pendant tes études, que t'es ouais, encore jeune. c'est rassurant parce que t'as un adulte avec toi, en fait. Donc si t'as un problème, bon tu sais à qui demander, tu sais un peu Mm. voilà, te débrouiller, on va dire, grâce à eux, avant d'être complètement livré à toi-même, ce que j'ai eu après, où là, c'est quand même une autre vie, en fait, parce que là, faut vraiment que tu trouves toutes les solutions à tes problèmes tout seul. Donc, Tout seul, ouais. Et alors donc là, c'est 6 mois ouais. dans quelle école du coup d'échange? Donc là, je suis allée à le New York Institute of Technology, NYT, qui est l'université partenaire de l'EFAP, Mhm. qui se situe à Columbus Circle, donc dans un endroit assez populaire, on va dire. Sympa, ouais, c'est bien placé. Ouais, juste au niveau de Central Park, donc vraiment super sympa comme école. Et puis moi, ce que j'aimais bien aussi avec ce cursus, c'est que tu pouvais choisir les cours que tu voulais. Bon, t'avais des cours obligatoires, mais tu pouvais aussi modeler un peu ton cursus en fonction de tes préférences. Donc si tu préférais être présentateur télé, tu vois, et tu pouvais faire des cours juste pour devenir présentateur télé. Donc ils te mettaient devant une caméra et puis tu sais, tu t'entraînais à parler devant un public et tout ça. Donc voilà. Alors Moi, c'est toi, ça. t'avais choisi quoi? Alors moi, j'ai choisi tout ce qui était production. Alors je suis passée devant l'écran parce que c'est un peu un passage obligatoire. Ils essayent, tout le monde veut essayer, mais j'ai fait tout ce qui était derrière, tout ce qui est montage, tout ce qui est organisation du plateau et tout ça. Donc c'est vraiment super sympa en plus dans une école comme ça parce que ils ont les plateaux télé à disposition des étudiants, ils ont les salles de montage à disposition des étudiants. Donc voilà, tu peux créer ton propre truc. Je sais que il y avait des studios de radio où les étudiants faisaient leurs propres petites émissions et les mettaient sur internet ou des vidéos Génial. YouTube. Donc non, c'est cool. Non, franchement, au niveau créativité, ils te laissent vraiment une opportunité de fou. Tu pouvais louer des caméras de film, de films, tu sais, pour filmer pas des films, des caméras professionnelles, ils te les laissaient louer pour le week-end, tu vois. Du moment que sans payer, hein, tu donnais juste ta carte d'étudiant, et puis tu les ramenais le lundi matin, et puis tout le week-end, tu pouvais filmer des clips, tout ce que tu voulais, en fait, pour t'avoir un petit portfolio.
Et puis toi, en plus, tu disais que t'étais un peu passionnée par les talk-shows américains. Ouais. Là, franchement, tu devais être J'étais aux aux anges, anges, quoi. hein. J'étais au paradis. Mais c'est vrai que ces 6 mois, ils sont passés vite. Et puis, au final, dans ma tête, tu vois, j'étais pas encore prête à déménager, à vivre ici, parce que bah, quand t'es jeune, tu sais, t'es un peu foufou en fait, et tu sais pas trop voilà où la vie va te mener. Et donc j'ai craqué à la fin en disant qu'il fallait absolument que je rentre en France, et ça m'a fait énormément de bien de rentrer en France, de voir ma famille, parce que c'est vrai que tu commences à réaliser que tu passes à côté de énormément de choses, d'anniversaire, de mariage. Moi, j'étais toute seule pour mon anniversaire, et c'était la première fois de ma vie, tu vois, donc c'est des moments un petit peu difficiles, mais c'est aussi ça qui te fait prendre conscience de ce que tu veux, si c'est vraiment ce que tu veux faire plus tard, déménager à l'étranger ou rentrer en France et être plus près de la famille. Et voilà, ça te fait un peu réaliser ce que tu veux et ce que tu veux pas dans ta vie, en fait. Et donc toi, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout des 6 mois, tu es rentrée en France Ouais. et t'es restée après en France encore un an. Alors, je suis restée 1 an pour faire ma 3e année à l'EFAP. Et puis, au bout de la 3e année, je me suis dit, en fait, il y a des opportunités en France qui se sont ouvertes à moi parce que j'avais fait 6 mois aux États-Unis. Et je me suis dit, waouh, 6 mois, et on m'offre, je crois que c'était le magazine Public qui avait refusé toutes mes candidatures avant. Et puis, comme j'avais passé 6 mois aux États-Unis, ils m'ont rappelé, tu vois. Et j'ai pas pris le stage, hein, mais sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, les gens commencent voilà, ça les intéresse de voir que quelqu'un a passé 6 mois à l'étranger, donc 1 an de plus, why not, tu vois, genre pourquoi pas, si mes Ça parents sont commence à mûrir dans d'accord. ta tête finalement. Ouais, au final, pendant 1 an, tu réfléchis et tout, et tu te dis, bon, il y a quand même des opportunités qui peuvent ça peut déboucher sur des opportunités incroyables, donc voilà. Et New York te manquait peut-être un peu aussi? New York me manquait beaucoup. Moi, je suis très attachée à la ville. Une fois que tu rentres à la maison, c'est pas la même chose, hein. Donc, bah déjà, t'as eu un peu une vision de la liberté, tu sais, parce que t'étais tout seul. Enfin, j'étais toute seule. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais manger ce que tu veux. Il y avait personne pour te dire qu'à 18h, fallait être à la maison, tu vois. Et c'est vrai que retourner dans le cadre familial, bon, j'ai pas eu trop de soucis, hein, mais c'est vrai que tu te dis, oulala, j'étais bien toute seule, tu vois. Donc finalement, après donc être diplômée, tu te dis allez, je repars à l'aventure à New York. Alors pour ma 4e année, donc l'année du diplôme, tu pouvais partir, et tu peux toujours, hein, parce que l'école propose toujours ce cursus, tu peux faire un double diplôme. Donc tu peux obtenir ton diplôme français et ton diplôme américain, si tu fais 1 an d'études aux États-Unis. Donc ça Donc c'est double l'objectif. diplôme, ouais, voilà, c'est l'objectif, c'est limite, bah oui, au lieu d'avoir un diplôme français, t'as aussi un diplôme américain, Ce serait presque bête de pas le faire. c'est ça. Bon, après, ça a un coût, hein, tout le monde ne peut pas le faire, mais Ouais. c'est vrai que si t'as l'opportunité de le faire, oui, bah pourquoi pas. Enfin voilà, c'est 1 an, au pire, ça passe ou ça casse psychologiquement, tu vois ce que je veux dire, Mm. mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je suis repartie pour 1 an pour faire ce double diplôme. Ok, donc alors comment ça se passe ton retour à New York? Ah bah écoute, le retour à New York se passe plutôt bien parce que comme j'avais déjà vu un petit peu l'envers du décor 1 an avant, Il n'y j'avais avait pas pas de trop de mauvaise surprise. problèmes, pas de mauvaises surprises, je savais comment ouvrir un compte en banque, je savais comment prendre mon téléphone. Le plus difficile a été de trouver un logement parce que alors tu pouvais soit prendre le logement de l'université, soit prendre un logement seul ou en colocation, enfin de toi-même. Et en fait, faut pas se mentir, les loyers à New York, c'est exorbitant. Et en fait, le loyer de la résidence universitaire, elle était très très chère pour une toute petite pièce que tu partages avec quelqu'un d'autre et et une salle de bain partagée. Donc sur le coup, je me suis dit non, vaut mieux que je trouve un appartement seul, mais un peu moins cher. Et puis au final, après pas mal de semaines de recherche, j'ai trouvé un appartement, mais il y avait 2 chambres. Et donc après, j'ai passé une petite annonce sur le site de l'école en disant oui, j'ai trouvé cet appartement-là pour ce prix-là. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Et j'ai eu quelqu'un qui a répondu. Et qui est devenu ma coloc, et on a passé une année extraordinaire. Mais c'était meant to be, tu vois, fallait qu'on se rencontre, et voilà, on s'est beaucoup apporté à toutes les deux, et on a Et donc là, déménagé. t'avais un stage pendant cette année-là, c'est ça? Ouais, alors le stage, il était pas encore, il a mis quelque temps à venir, donc je me suis installée, on a démarré les cours, et puis au bout d'1 mois ou 2, on commence à un peu à te mettre la pression de faut que tu trouves un stage et tout ça. Et en fait, l'école avait beaucoup de connexions avec MTV,
avec tu sais des grosses les trucs qui font rêver, quoi. Voilà, les trucs qui font rêver, mais au final ils en prennent que un. Donc tu sais c'est une grosse compétition. Moi j'ai postulé chez MTV, j'ai pas été prise. Et puis un jour, tu sais, je passe devant il y avait un panneau d'affichage pour les étudiants de l'université où ils proposaient des stages. Et donc je vois un stage dans une émission de télé et tout. Je postule, tu vois, je me dis de toute façon il y a pas grande chance, petite Frenchie que je suis, tu vois. Et le mec me rappelle et il me dit est-ce qu'on peut avoir un entretien et tout. Et je dis ouais, et j'y vais mais pas convaincue, tu vois, en mode il va me détruire avec mon French accent, tu vois, il va pas vouloir de moi. Et puis au final super bon feeling, il voit que j'ai fait des vidéos YouTube où je parle en anglais, où je traduis en anglais. Donc il me dit ouais en fait ouais tu te débrouilles quand même et tout, je vais te donner ta chance, tu vois. Donc C'était quoi comme émission? Ça s'appelait le Bill Cunningham. Et c'était un peu la version new-yorkaise du Jerry Springer. Je sais pas si tu connais Jerry Springer. Oui, C'est là où on fait les tests d'ADN. Who is your father? Tu vois. Oui. Ça va loin. Mais il paraît que c'est des acteurs. Ouais, mais après j'ai vu l'envers du décor. Hein. Donc après, je sais comment ces émissions fonctionnent et c'est pas tout rose. Hein. Mais voilà. Donc premier stage, je signe pour 4 mois, je crois, d'octobre à janvier, un truc comme ça. Et ça se passe super bien. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire? Alors je fais tout ce qui est réseaux sociaux, leur live chat de Twitter. En fait, dès que l'émission était en direct, et ben je parlais aux gens qui étaient sur le live. Donc bien entendu l'anglais obligé d'être nickel, hein, parce que tu peux pas trop faire de fautes sur ce genre de choses-là. Après j'ai fait les photos officielles de l'émission, donc prendre les photos des invités et tout ça. Et puis après tout ce qui est organisation, tu sais, ils t'envoient chercher pas le café, mais ils t'envoient faire des petites courses par-ci par-là. Donc voilà, bon, tu fais vraiment, t'es le stagiaire, hein, donc tu fais vraiment ce qu'ils te disent. Et en fait, moi, dans mon optique, c'est pas grave. Tout du moins, j'ai le nom sur mon CV et c'est quelque chose qui va m'aider plus tard, tu vois. Donc. Et donc c'est là que t'as rencontré ton mari. Enfin. Ouais. Vous êtes croisés. Alors on s'est croisés, donc moi j'ai fait 4 mois. Après la fin de mon stage, de ce premier stage, le monsieur m'a dit est-ce que tu veux recommencer? Est-ce que tu veux finir en fait ton année scolaire avec nous? Et je dis bah, écoute, oui, parce qu'au final je m'étais fait des potes dans cette émission-là, donc pourquoi tout changer? Donc je dis oui et tout ça. Et là il me dit par contre je voudrais donner la chance à d'autres Français. Donc il me dit je vais recruter 2 autres élèves de ton école, de ta promo. Donc j'ai aidé avec les entretiens et tout, donc ça c'était cool. Et là j'ai rencontré une bonne pote à moi qui est devenue une bonne pote et on a commencé un peu à aller voir les uns les autres, à parler un peu avec les caméramans, tu sais, un peu on est un peu plus à l'aise, tu vois, parce que là ça fait quand même plus longtemps que t'es sur le plateau. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari, effectivement. On a commencé à discuter. Et lui, il faisait quoi du coup sur cette émission? Lui, il était caméraman sur l'émission. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il nous disait, oui, alors les stagiaires, tu sais, les producteurs et tout, bah ils parlent pas trop à l'équipe qui est sur place. Enfin, c'est deux mondes différents en fait. T'as l'équipe les caméramans, les photographes et tout, et puis après t'as tout ce qui se passe derrière, les producteurs et tout ça. Et ces deux mondes-là, ils se mélangent pas trop au final. Et bah moi, nous, on était en mode, bah non, on parle à tout le monde, tu vois, on essaie de faire des contacts et tout ça, et c'est ça en fait qui a démarré tout, parce qu'il me dit, bah d'habitude personne me parle, tu vois, et on était, oh non, mais tu rigoles et tout. Nous, les Frenchies, on est super, tu sais, on est super, on adore faire les apéros et tout, tu vois, donc après le boulot, on a commencé à faire un peu cette tradition d'aller boire un verre et tout. Ah super. Donc c'est comme ça qu'on s'est un peu connus. Et donc après ce stage, t'obtiens ton diplôme et après il te propose carrément de rester. Alors j'obtiens mon diplôme, mon bachelor, et en fait quand tu obtiens un diplôme aux États-Unis, on te donne l'opportunité de faire un visa OPT. Et en fait c'est un visa pendant 1 an où tu peux trouver un job dans le domaine de ton diplôme. C'est-à-dire moi c'était la télévision. Enfin c'est un permis de travail post-diplôme, un visa. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand tu es en stage, tu peux pas être payé parce que tu es en visa étudiant et tu peux pas travailler, c'est vraiment très limité en fait. Donc là, l'OPT, c'était une opportunité d'être payé pour ce que tu fais et de trouver un job qui pouvait peut-être potentiellement déboucher sur une carrière, tu vois. Donc c'est un visa de 12 mois. 12 mois, ouais. Non renouvelable, c'est-à-dire qu'après 12 mois, tu dois rentrer chez toi ou avoir trouvé une solution pour rester. Alors après 12 mois, ce que font beaucoup les gens, c'est qu'en fait, ils reprennent leurs études,
ils obtiennent un autre diplôme, et après ils recommencent un OPT en fait. Donc voilà. Bon, après, il faut avoir la thune, hein. Enfin, il faut avoir l'argent, il faut avoir la niaque. Après 1 an de travail, il faut reprendre ses études. Reprendre ses études, ça veut dire ne pas pouvoir travailler. Donc voilà, enfin, c'est quand même un peu compliqué. Mais oui, donc après, moi j'ai obtenu mon OPT. Je suis rentrée en France pour l'été parce que il fallait quitter le territoire américain de toute manière parce que on était dans le processus de l'OPT, donc quand t'es dans ce moment-là, t'es obligé de rentrer en France. Et je l'ai obtenu. Et là, je me suis dit, ok, coûte que coûte, essayez quelque chose. J'envoie un mail à mon chef de stage qui me renvoie à la personne qui recrute et qui me dit, bah écoute, on t'a beaucoup aimé, on aime ta personnalité et tout, on voudrait t'offrir un job, mais pas dans ce que tu fais, ça sera plus gérer les invités, s'occuper des invités avant qu'ils montent sur scène, tu vois. Et bon, moi je me suis pas trop posé la question, je me suis dit je connais un peu le principe de l'émission et voilà, donc j'y suis allée un peu la tête baissée, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis repartie à New York, et cette fois-ci en solo, sans personne, parce que parce qu'il y a plus d'étudiants, tu sais, tu pars plus avec le cadre de l'école, donc là t'es en solo, quoi. Donc là, la seule chose que tu connaissais, c'était vraiment ton environnement de travail, en fait. C'était ça, ouais. Ouais. Et puis, en fait, t'avais tout le reste à apprivoiser. J'avais tout le reste à apprivoiser. Ils avaient changé les studios qui se trouvaient sur la 34e Street. Ils étaient passés dans Harlem. Ah donc, oui, mince, donc ça fait quand même un peu de changement. Ça fait du changement. Donc, trouver un appartement pas trop loin. Voilà, enfin bon, tu connais pas trop de monde et tout. Et puis au final, moi j'ai trouvé un appartement avec, je crois, on était genre 4 dans cet appartement, mais tout petit, tu vois. C'était vraiment, et c'était que des Français, donc c'était cool d'avoir des Français avec moi. On discutait un peu, mais on était un peu dans des horizons complètement différents, tu vois. Il y avait un danseur, il y avait un qui faisait de la finance, et puis quelqu'un d'autre qui faisait du marketing, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était un peu tous les horizons, mais c'était sympa, tu vois, de voir un peu comment, parce que tu sais, je voyais ceux qui allaient à l'école et je me disais ah ouais, c'était moi l'année dernière, tu vois. Maintenant j'ai mon job, tu vois, et tout ça. Donc voilà, apprivoiser un peu la vie solo à New York avec ouais, comme point de repère juste mon travail, mon mari qui à l'époque n'était pas mon copain, mais c'était les personnes que je connaissais, un pote, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, je pouvais leur envoyer des messages en disant ouais, je suis là, je suis en galère et tout, et ils pouvaient un peu m'aider, tu vois. Ah, ils pouvaient t'aider, ouais, c'est cool. Donc, et donc, finalement, donc, t'as continué ce job, et puis après, t'es passé sur America's Got Talent? Ouais. Alors, l'émission... Comment ça s'est fait? L'émission sur laquelle j'étais a été annulée, donc ça arrive beaucoup dans la télévision, hein. Vous avez tu sais, tes séries préférées qui se font annuler à la dernière minute. On n'avait pas l'audimat qu'il fallait. Et après, c'était au moment de Noël. Et donc, au moment de Noël, on arrête un peu tout. Et là, je commence à postuler. On m'avait donné des sites. Justement, les gens avec qui j'avais discuté, les caméramans et tout, m'avaient dit regarde sur ces sites d'emploi et postule, tu vois, le plus possible. Et donc, j'ai postulé. Et c'est vrai que America Got Talent, ils m'ont dit oui de nulle part, en fait. Et en fait, c'était parce que j'ai eu des bonnes recommandations de personnes avec qui j'avais travaillé, parce qu'en fait c'est un monde qui est très petit. Ah oui. Et les gens avec qui j'avais travaillé étaient aussi passés sur cette émission là, et donc quand mon nom est arrivé un peu dans le mix, voilà, ça a aidé, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez America Got Talent au Radio City Hall à New York. Bon, et toi, excitation au max, non, pour une De émission ouf. pareille? Mais alors le stress a été quelque chose de complètement différent. Je passais d'un cocon, on va dire familial, parce que l'émission, j'y avais été pendant tellement longtemps, à le Wild West, tu vois, genre c'était le Far West, c'était et c'est vrai que là où le stress est monté, c'est parce que j'étais avec d'autres jeunes américains et américaines qui avaient mon âge et qui voulaient faire la même chose, et il fallait prouver que t'étais bon, Ça mettait des bâtons dans les roues? Ouais. Ah ouais. Ah là là, ouais, tout le temps. Mais bon, ça va que au final, je m'en suis sortie, hein, y a pas... Oui. Mais le nombre de fois où on m'a dit je te comprends pas avec ton accent français, ou enfin tu sais, ou Ouais. des choses comme ça, ou genre ouais, les gens ils se plaignent parce que en fait quand tu parles ouais, ils te comprennent pas, ou des choses comme ça, alors que c'était pas vrai en plus, hein. C'est ça le pire, c'est parce que quand je retournais voir les gens en question, ils me disent mais non, mais je comprends pas de quoi tu parles, tu vois. Donc en fait c'était ce qu'ils appellent les mean girls, tu sais, le bully, c'est les gens qui essayent de te détruire psychologiquement pour que tu quittes le job. Et il faut tenir, et
il faut savoir que voilà, c'est la compétition partout, même en France, hein, ça serait la même chose. Je pense que tu aurais des coups bas à droite à gauche. Mais là, c'est vrai que c'est pire parce que comme t'es expatrié, enfin comme tu vis dans un pays étranger et que t'as pas beaucoup de repères et qu'il y a des mean girls, et bah là tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Mais bon, après il faut tenir. Alors, c'était quoi ton job toi sur l'émission? Alors America's Got Talent, j'ai géré les invités, les auditions et tout ça. Donc c'était cool, c'était une partie assez sympa. Et après, une fois que l'émission a commencé, une fois que les éditions étaient finies, je suis passée sur la gestion du public, qui est complètement différent de gérer des invités, parce que le public, les gens sont plus ou moins polis, on va dire. Donc c'est là où justement j'ai grandi très vite, parce que en fait il a fallu que je me fasse respecter. Et je peux te dire que y en a qui poussent jusqu'au point où tu craques, quoi. Donc voilà. C'était quoi, genre, tes journées type, en gros, sur l'émission? Alors, on arrive le matin, donc America's Got Talent, c'est une émission qui est très très populaire aux États-Unis. Et donc, je crois que je sais plus combien de places on avait, hein, mais il y avait genre le double de personnes qui attendaient dehors. Et il faut savoir que les émissions de télé, c'est gratuit. Donc, first come, first serve, c'est premier arrivé, premier servi. Mais alors moi, mon job, c'était d'aller dans la queue et de repérer des gens qui pouvaient potentiellement être photogéniques, tu vois, qui pouvaient look good, tu vois, sur la Oh non. Si, ouais. Et en fait, parce que les premiers rangs, en fait, t'as le jury, t'as les 4 jurys, et après derrière, c'est des vues qui sont directement sur le public, en fait. Donc tu vois les têtes des gens et tout ça, donc ces gens-là sont sélectionnés, en fait. Ouais, non, mais c'est atroce. Et en fait, c'est atroce parce que, et c'est là aussi où tu développes des techniques pour pas te prendre les foudres des gens, tu vois, parce que tu sais que les gens vont être énervés que tu donnes la place à quelqu'un et pas à lui, tu vois. Et donc, ouais, plusieurs fois, je me suis retrouvée à donner des places à des gens, ou des bracelets, tu sais, tu leur mets les bracelets d'une couleur spéciale, mais sans rien, parce que comme ça, tu peux les repérer dans la... Donc toi, tu sais pas enfin, eux ne savent pas ce que ça veut dire, mais genre, eux savent pas orange, ce que ça veut c'est dire. ugly, vert, c'est beautiful. Ouais, tu vois. Et après, genre, après, t'as des gens qui viennent te voir et qui disent, ouais, mais pourquoi vous leur avez donné un bracelet? Enfin bon, tu vois, et le ton monte très rapidement parce qu'en fait, les gens sont vraiment, je sais pas comment tu dis ça en français, untitled, ils pensent que, parce qu'ils sont là, ils vont avoir le meilleur, tu vois. Et donc, sur le coup, en plus, moi, je suis pas grande, tu vois. Et quand t'as la baraque tu sais, la baraque qui te parle et que t'es obligé de les regarder en disant, non, mais c'est comme ça, moi, j'ai mon boss dans l'oreille, il me dit ça, tu vois. Enfin, bon, tu racontes des mensonges aussi, tu vois, mais voilà. Et donc, ça, c'était une grosse partie, donc, de ton taf, finalement. Ouais. La gestion en fait, j'appelais ça la gestion de crise. Parce qu'au final, t'étais toujours dans des situations qui faisaient que, enfin, j'étais obligée de monter sur des barrières pour parler aux gens en leur disant qu'il fallait bien qu'ils se mettent en rang, que pas de boisson, pas ci, pas ça. Mais bon, au final, ça te fait grandir. Ouais, la police, je te jure. Et 1m60, tu vois. Tu dis que t'étais aussi assistante de production. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, assistante de production? Bah écoute, c'est pour que tout ce qui se passe derrière se passe bien. Donc, par exemple... oui, c'est vraiment le backstage, quoi. Le backstage, ouais. Donc, par exemple, moi, quand j'étais assistante de prod sur l'émission qui ressemblait à Jerry Springer, c'était d'être sûr que tous les invités étaient là, qu'ils étaient chouchoutés, qu'ils étaient préparés à monter sur la scène en disant, voilà, ce qu'ils avaient à dire, tu vois. Là, pareil, pour America's Got Talent, c'est un peu la même chose. C'est tu les coucounes un peu pour savoir que, voilà, tout va bien, tout va bien aller, vous allez monter sur scène, vous allez faire ci, vous allez faire ça, voilà, c'est... Puis après, t'as le producteur qui passe derrière, qui leur donne plus les informations importantes, quoi. Donc, en fait, j'appelle ça du babysitting de luxe, tu vois. Parce qu'au final, tu t'occupes des gens. Donc voilà. Mais c'était sympa. Et t'es resté combien de temps sur America's Got Talent? J'ai fait 2 saisons. Donc ça fait 2 ans? Ça fait un peu moins de 2 ans, puisque c'est du back-to-back. Bon, après, ça sur vos télés, c'est une fois par an, mais nous, c'est plutôt... t'as 3-4 mois. Mais ça s'arrête pas, en fait, ouais. Quasiment. Ouais. Et donc, alors, comment ça s'est fait avec ton mari? Peut-être tu peux nous dire, finalement, parce que vous étiez copains, et alors après, on veut la suite. Alors, on était bons copains, et puis, au fur et à mesure, en fait, quand notre job s'est arrêté à l'émission, on a décidé de se revoir, et c'est là où, on a commencé un peu à flirter et tout ça, et en fait, comme il y avait plus trop de
comment dire, il y avait plus trop de barrières à ce moment-là, parce que comme on était plus sur la même émission, tu sais, on avait un peu peur que si on était ensemble pendant l'émission, que les gens allaient parler en disant oui, c'est la stagiaire, elle s'est mise avec lui pour, tu sais, obtenir, enfin, tu vois, le gossip de base. Et donc, en fait, quand l'émission elle s'est arrêtée, bah, on s'est dit, ah bah, c'est notre opportunité, tu vois, d'essayer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a essayé. Et qu'on est toujours ensemble après 10 ans. Ouais, et d'ailleurs, on l'a peut-être pas précisé, je sais plus, mais ton mari, donc, est américain et il est même new-yorkais pure souche. Ah, pure souche, ouais. Du Queens. Donc, pure souche, américain, ouais, voilà, qui n'avait pas beaucoup voyagé avant, qui, en fait, découvrait une autre culture que la sienne au moment où on s'est rencontrés, quoi, parce qu'il avait pas trop d'idées. Bon, il connaissait Paris, oui, oui, baguette, tu vois, mais à part ça, ouais, c'était... c'est vraiment les clichés, quoi. Ouais, voilà, c'était pas... Il me dit, oui, vous mangez des omelettes? Je dis, oui, pas tous les jours, quand même. J'ai cru qu'il allait dire, vous mangez des escargots. Des escargots aussi, ouais, attends, un peu cliché, tu vois, mais mignon, cliché mignon, tu vois, c'était pas trop... Et puis, il s'est très vite intéressé à la culture française, et à essayer de comprendre, tu vois, essayer de parler un peu français. Bon, il fait toujours pas d'efforts, mais je veux dire, il a essayé au moins tout du moins au Comment début. tu l'affiches? Bah non, il faut se dire la réalité, il parle pas français. Mais comment ça se passe du coup? Moi, j'aime bien parler des couples multiculturels. Je trouve ça toujours assez passionnant, là, les deux cultures comme ça qui se rencontrent. Ouais. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus, la barrière de la langue, votre vision de la Alors, vie qui est sûrement très différente parce qu'on vient vraiment de deux cultures vraiment enfin vraiment opposées. ouais, opposé. Et en fait, il y a un choc culturel, en fait, qui fait Ouais. que lui ne comprend pas ma façon de penser et moi, je comprends pas sa façon de penser. Et donc, des fois, enfin, surtout au début, maintenant, ça a changé, tu vois. Mais au tout début, je lui ai dit, mais t'es fou. Et lui, il me regardait, il me fait, mais t'es folle. Tu sais, enfin, tu sais, c'était deux choses. Alors lui, tu vois, par exemple, il comprenait pas qu'en France, tu pouvais avoir les 35 heures. Que tu pouvais partir en vacances 4, 5 semaines, tu vois. Genre, lui, c'était genre 7 jours, quoi, de vacances. Et il les prenait pas parce qu'il avait peur, parce qu'aux États-Unis, quand tu prends des vacances, c'est un signe de faiblesse, tu vois. C'est pourquoi t'as Oh besoin de non. te reposer. Donc, donc ça, il y a eu beaucoup de clash aussi sur tout ce qui est médical. Tout ce qui est, tu te fais mal, t'as une carie, je me souviens, il a eu un abcès sur une dent au tout début qu'on était ensemble et il voulait pas aller chez le médecin parce qu'il me dit non mais je vais payer la blinde, j'ai pas l'argent pour me faire soigner. Et moi, tu sais, dans ma tête, je dis mais tu vas chez le dentiste, tu payes et c'est pas genre c'est pas extravagant, c'est genre 100, 200 euros, tu vois. Il me dit non mais ça va être 1500 $, un truc comme ça, tu vois. Et quand tu vois les prix, tu dis oui d'accord, ok, je comprends pourquoi il flippe, mais pourquoi dans un pays aussi évolué Ouais, c'est tellement l'assurance important la maladie n'est pas santé. aussi évoluée, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je sais que genre il prenait pas soin de lui physiquement, enfin physiquement aussi, mais je veux dire tous les petits soucis du quotidien, genre dès qu'il avait un peu mal quelque part et tout, bah il se retenait, tu vois, d'aller voir le médecin, il allait pas, genre il avait pas de généraliste pendant 20 ans, tu vois, donc enfin bon, c'est des choses comme ça qui font que et bah tu te dis mais oulala, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et lui ne comprenait pas pourquoi j'allais chez le pédicure, pourquoi j'allais chez le dermato, tu vois, une fois par an, parce qu'il me dit non mais ça va pas. Non, au début il me dit mais tu dois être riche, tu vois. Je dis bah non, je suis pas riche, tu vois. Je suis normale et puis il me dit non mais chez toi le normal c'est pas le normal chez moi, tu vois. Donc Ouais. donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça et en fait on a appris un peu à s'apprivoiser. Après c'est vrai que quand tu vis dans le pays, tu te rends compte très rapidement le pourquoi du comment il réfléchit comme ça et tout ça. Et c'est vrai que par exemple lui il est parti en vacances pour la première fois avec moi après qu'on se Oh soit là là, mariés, tu vois. incroyable. Donc des petits clashs comme ça, mais on s'apprivoise. Après le français il a un peu de mal. C'est vrai qu'apprendre une langue quand t'es pas dans le pays, c'est un peu compliqué. Surtout que quand tu rentres du travail, enfin même moi, tu vois, je rentre du travail, j'ai pas forcément envie de lui parler en français parce que je sais qu'il va pas comprendre. Et donc, enfin, tu sais, c'est mutuel, ça va dans les Ouais, la deux sens, tu vois. facilité, c'est l'anglais, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais sinon après, non, il s'est très bien adapté à ma famille. Moi, je me suis très bien adaptée à la sienne. Voilà, mais c'est sûr qu'au début, ouais, c'était un petit peu lunaire, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, mais il faut réussir. Il y en a, j'imagine, qui n'arrivent pas justement à passer Non. cette Bah lui, il a étape-là, encore du mais... mal, hein. Ah ouais? Il a encore du mal, hein. Après 8 ans de mariage, 10 ans ensemble, il a encore du mal. Moi, je rentre souvent en France toute seule parce que, tu sais, il a peur
de louper un jour de travail, il a peur que on l'appelle et en urgence. Et c'est vrai que des fois, quand on est parti en vacances, il se fait appeler en urgence sur son téléphone, mais bon, il est pas là, tu vois, donc... Et après, tu sais, ça trotte dans sa tête, il dit, ouais, mais je suis pas là, donc ils vont me remplacer. Et puis, tu sais, aux États-Unis, tu peux te faire virer assez rapidement, hein. Tu peux perdre ton travail du jour au lendemain, donc, tu sais, ça cogite dans sa tête assez... Il part jamais en vacances serein, tu vois. Donc voilà. Ouais, donc j'imagine que forcément, ça crée je veux pas dire clash, mais ça crée des incompréhensions. Voilà, c'est ça, des incompréhensions parfois justement du fait que vous n'êtes pas de la même culture. Et moi, ce qui m'interrogeait aussi, c'était un peu ton identité, parce que t'es une Française qui vit à New York depuis 10 ans maintenant, si je me trompe pas. Ouais. Mais toi, donc, tu vis avec un Américain. Alors que, tu sais, il y a d'autres Français qui qui sont en couple avec d'autres Français et puis qui traînent qu'avec des Français. Comment toi, t'arrives à garder cette identité française? Est-ce que t'as envie d'ailleurs de la garder? Parce que, en même temps, on a quand même envie de s'intégrer aussi. C'est un vrai paradoxe, je trouve. Alors moi, je trouve que je me suis très bien intégrée. Je dis ça, je trouve. Attends, on va demander à ton mari. Voilà, non, même lui te dira que je me suis bien intégrée. Mais en fait, c'est surtout, les gens me disent que je me suis bien intégrée parce que je parle bien anglais. J'ai pas gardé mon French accent. Bon, il y a certains mots que je vais avoir mon accent, mais ils me disent, oui, tu t'es très bien intégrée aux États-Unis parce que déjà tu parles l'anglais, c'est difficile de dire si t'es d'un autre pays ou pas. Et de deux, ils me disent, t'as pris la culture du travail, tu t'es vraiment adapté à la façon de vivre ici. Mais après, moi je traîne pas beaucoup avec de Français de toute manière parce que comme mon mari ne parle pas français, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc alors comment faire pour ne pas oublier ta culture un peu, enfin d'où tu viens? Ah il y a un petit drapeau français. Non, je rigole. Chez nous, non, il y a un drapeau français chez nous. Je veux dire, après, je voyage beaucoup en France. J'ai toujours ma famille, voilà, au téléphone et tout ça. Donc le français, je le pratique juste avec ma famille. Et à lire, je lis beaucoup de livres en français et tout ça. Après, je sais que j'impose un peu la raclette. Enfin, tu sais, j'impose au niveau culinaire, j'impose le style français, tu vois. Et il s'est très très bien adapté à ça parce que justement il me dit c'est meilleur et c'est plus sain que la nourriture américaine. Donc ça, je suis vachement chanceuse qu'il se soit adapté au niveau culinaire à la France parce que c'est chouette. Donc finalement t'as quand même incorporé un peu de France, hein. Ouais. Ouais, et puis en fait, tous nos livres de recettes sont des livres de France, donc tout est, voilà. Donc non, j'arrive à garder ma culture française. Après, j'ai encore mon caractère de française, hein, tu sais, à grogner et à être ronchon de temps en temps, mais c'est vrai que j'oublie pas la France parce que la France, au final, c'est la plus grosse partie en moi. Et c'est vrai que quand tu vis à l'étranger, tu te rends compte de tout ce que la France s'offre et que t'as pas à l'étranger. Et c'est là où tu réalises qu'en fait, c'est quand tu pars que tu réalises que la vie est pas si mauvaise. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que là, ça fait 10 ans que tu y es, donc là, actuellement, t'as une carte verte en tant qu'épouse d'un Américain. J'imagine que ça se renouvelle. Alors, tu peux le renouveler. Donc moi, c'est mon but de renouveler dans quelques années. Après, tu peux aussi obtenir la nationalité américaine une fois que tu as fait 5 ans de carte verte. Et moi, personnellement, à l'heure actuelle, la nationalité américaine, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je suis pas dans l'optique de rester ici pour la vie. Parce que même mon mari, tu sais, il comprend très bien que la retraite ou la vie un peu plus tard, ça sera plus sympa en Europe que ici. Et pour des raisons qui font que c'est mon identité, tu sais, c'est ça qui fait que je suis Alix, c'est ma nationalité française. Et puis, je m'aligne pas forcément avec la politique du pays non plus. Donc voilà, il y a quelques petits hicks, tu sais, qui font que tu dis oui, ouais, je sais pas si ça le ferait sur le long terme, quoi. Est-ce que ça pourrait quand même peut-être te faciliter la vie, entre guillemets? Après, ça me faciliterait la vie pour les voyages, quoi. Parce que au lieu de faire la queue à l'immigration, voilà, des deux côtés, tu serais peinarde. Des deux côtés, je passe en fil court, toi. Mais après, ça me dérange pas de faire la queue à l'immigration, honnêtement. Après, ils te posent toujours les mêmes questions, donc j'ai envie de te dire, après 10 ans, t'es un petit peu habitué à la chose. Mais je sais pas, justement, garder mon passeport français, garder seulement la nationalité française, c'est ce qui me rapproche de la France, au final, comme tu me disais. Tu sais comment j'arrive à garder un peu mon côté français.
je m'accroche à mon passeport français. Ouais, j'adore parce que... Et c'est une fierté, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, quand j'échange donc avec les gens, eux, ils disent, voilà, c'est plus simple, je prends la nationalité Oui. du pays, double nationalité. Mais j'aime beaucoup ton raisonnement de, oui, c'est peut-être plus simple, mais moi, non, je veux mon identité française, et à 100%, quoi. Voilà. Et puis même, pour la petite histoire, ma grand-mère, elle était espagnole et elle a immigré en France pendant la guerre et elle a pris la nationalité française. Donc elle s'est battue pour la nationalité française, pour avoir une vie en France et tout ça. Et je lui ai toujours fait la promesse que je prendrais jamais la nationalité américaine parce qu'elle s'était battue pour la France. Enfin, tu sais, elle s'était battue pour devenir française. Elle est arrivée en France, elle parlait pas français, elle était espagnole, elle a été séparée de sa famille, tu vois. Enfin bon, c'était une histoire incroyable. Et c'est vrai que juste pour la mémoire, pour les sacrifices qui ont été faits dans ma famille dans le passé, non, je suis fière de ma nationalité française. Et donc voilà, je ne me vois pas prendre la nationalité américaine tout de suite. Ça peut changer, hein, des choses peuvent changer, mais pour le moment, non, c'est pas dans les plans. Voilà, mais tu n'en demeures pas moins amoureuse de New York. C'est pourquoi Voilà. on travaille ensemble on a travaillé ensemble sur ce beau projet de podcast premium et puis Écoute tu sais, New York. je dis souvent, la France m'a vu naître, mais les États-Unis m'ont vu évoluer en fait, et devenir Ouais, la c'est personne que je suis. Donc voilà, c'est deux pays qui me tiennent à cœur des deux côtés, et difficile de faire un choix entre l'un et l'autre. c'est ça. Et donc, dans ce guide, durant 35 pistes audio, tu nous donnes tes meilleurs bars, tes meilleurs rooftops, tes grands observatoires préférés. Il y a aussi beaucoup d'endroits et de lieux confidentiels que tu connais parce que toi, tu vis là depuis plusieurs années. C'est aussi ça qui est intéressant et que moi, je cherchais en tout cas pour les personnes qui préparent un voyage. Oui, et puis tu sais, mon mari new-yorkais, il a pu aussi nous donner des petites pistes de choses voilà qui sont pas forcément connues des touristes français quand ils viennent à New York. Donc non, c'est je suis contente d'ailleurs de l'avoir fait, mais en même temps, tu sais, tu te dis mais pourquoi tu m'as choisi? Je pense que les auditeurs, après t'avoir écouté, Ouais. là, ils ont compris pourquoi. Donc, si vous avez un voyage de prévu à New York, pensez à télécharger notre podcast. Vous avez le lien directement en description de cet épisode. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi faire une carte cadeau, l'offrir à un proche qui part à New York. Donc, n'hésitez pas. Ouais, non, franchement, c'est top. Moi, je le recommande à toute personne qui veut découvrir New York, et si c'est un des premiers voyages, tout du moins, comme ça, vous avez les essentiels pour découvrir cette ville qui est gigantesque, hein, au final. Donc, Ouais, c'est ça. Et si faut vous êtes s'accrocher. déjà venu plusieurs fois, il vous servira quand même parce que Alix, elle a vraiment détaillé sur plein d'autres pistes spécifiques, des visites atypiques, des lieux vraiment insolites et confidentiels. Donc, le guide fera forcément des heureux que vous soyez déjà venu ou pas à New York. Écoute, on va arriver à la fin de notre échange. Je suis super contente d'en avoir découvert plus sur toi. Et puis je suis vraiment contente aussi d'avoir fait évidemment le guide sur New York, le guide audio. J'aimerais beaucoup qu'on conclue donc cet épisode, que tu nous dises un petit peu toi ce que ça t'a apporté, donc cette vie à New York, mais cette vie tout court, c'est à l'étranger, cette vie en dehors de ton pays natal, quoi. Et ben moi, écoute, ça m'a apporté une confiance en moi Ah, que je n'avais pas avant, que j'étais très timide. ah Et bon? d'ailleurs, ça se voit toujours. Tu Pas sais, du tout. Je suis quand étonnée. je rentre en France, c'est la même chose. Il y a deux Alix. Il y a Alix Oh française quand elle rentre non. en France, qui est super timide. Et après, t'as Alix aux États-Unis qui est super sûre d'elle. Mais ça vient des jobs que j'ai fait, en fait. Où il a fallu que je me fasse un nom, que, tu sais, les gens, Sinon ils tu te te faisais poussent et bouffer quoi si t'étais ouais, timide, sinon tu j'imagine. te fais bouffer. Et donc, la confiance en moi a doublé, triplé même grâce à mon mari, parce que lui, c'est un Américain pur, tu sais, genre, quand t'as une réussite, il est là, genre, you go girl, tu sais, genre, il essaie vraiment, tu sais, de Ah ouais. t'encourager et tout. Donc, il a vraiment, il a une grande partie voilà, dans cette confiance Oui, t'as en moi. coaché. Il m'a coaché, et puis il m'a toujours poussé à essayer de nouvelles choses, tu sais. Et ça, c'est vraiment l'esprit américain, c'est tu veux essayer quelque chose, essaie. Tu verras bien si ça marche ou pas. C'est fou, Et c'est lui qui a après, peur d'aller chez le médecin, lui qui a peur de partir en vacances, et pourtant il y a c'est ce lui qui donne truc. les meilleurs conseils. C'est extra. Et après, au niveau professionnel, moi, ce que je remercie les États-Unis et New York, c'est pour mon indépendance financière, honnêtement, parce que je pense que j'aurais pas eu ce succès, on va dire, en France, où ça aurait été plus compliqué, ça aurait été peut-être pris plus de temps. Et puis après, c'est une expérience unique, comme je disais, la télévision, ça a été vraiment au culot,
parce que j'ai montré une vidéo YouTube et ils m'ont donné ma chance encore une fois et puis ils m'ont dit ok bon ben show me what you were made for et j'étais genre en mode montre-moi ce que tu sais faire et c'est vrai qu'ils m'ont laissé faire mes preuves et ça j'en suis encore reconnaissante aujourd'hui. Je parle encore à mes anciens employeurs en leur disant mais qu'est-ce que vous avez vu en moi ce jour-là quand vous m'avez eu en entretien quoi donc voilà ça m'a beaucoup apporté professionnellement et dans ma vie personnelle ça je me suis redécouverte en fait donc voilà. Ouais c'est ça et puis bon bah t'as rencontré aussi l'amour quand même c'est pas rien. L'amour grâce à oui non et puis j'ai créé ma vie ici. Tu sais, tu prends les pour, les contre, on aimerait bien rentrer en France, mais en même temps, on est bien ici. Enfin, tu sais, c'est un petit peu... Vous êtes en réflexion. Voilà, mais on a un peu des deux là-dessus. et c'est cool. Non, franchement, on aime beaucoup. Écoute, on va passer à la dernière question que je pose à tous mes invités. J'aimerais beaucoup que tu nous donnes le petit mot de la fin, en encourageant des personnes qui nous écoutent et qui rêvent de sauter le cap, là, de tout quitter en France et partir vivre à l'étranger dans un pays qu'ils adorent et qui n'osent pas, tout simplement. Qui n'osent pas. Ouais. Alors, il faut se jeter dans le vide. Honnêtement, ça fait très peur. Je veux pas vous mentir. Il y a eu des soirées où j'étais très stressée de qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi je fais ça et tout. Et en fait, l'expérience dont on ressort est juste extraordinaire. Et c'est même si vous n'avez pas l'envie de partir pour des années, hein, mais juste sautez le pas pour faire 1 an à l'étranger, faites-le parce que vous n'allez pas le regretter de 1 et de 2, vous allez peut-être vous découvrir comme moi je me suis découverte avec la confiance en soi, ou vous allez peut-être découvrir, je sais pas, un métier que vous n'avez pas forcément eu l'idée de faire avant, ou voilà une façon de vivre qui va peut-être plus vous convenir. Je sais que moi j'ai une copine qui a eu beaucoup de mal à partir à l'étranger et un jour elle a décidé de suivre son copain en Australie. Et ça a changé sa vie parce qu'elle me dit au final c'est ce que je recherchais depuis toujours, un peu une paix intérieure, j'ai essayé et voilà, vous regretterez pas et puis si jamais ça vous convient pas, vous pouvez toujours rentrer à la maison. Exactement, c'est souvent ce que vous me dites, hein. Puis moi ce que je pense aussi maintenant que je vis à l'étranger, c'est que mine de rien, si ça va pas, tu peux toujours rentrer. Et ça c'est vrai. Tu peux toujours rentrer et puis tu rentres en France, c'est pas un pays voilà où tout C'est tout ça, va tu rentres s'écrouler pas dans demain un quoi. pays Donc en vous guerre êtes par dans un exemple, si on doit vraiment être dans les extrêmes, voilà. tu rentres à la Non, maison on quoi. a beaucoup de chance hein. Et puis après vous êtes à la maison, vous êtes près de vos proches, vous avez beaucoup il y a beaucoup de positifs sur la France. Je sais qu'on le voit pas forcément quand on est en France, mais il y a beaucoup de positifs sur la France. C'est sûr. Merci beaucoup Alix. Pas de souci. Bye. Bye. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année ou courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchie à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.